Bienvenue les Cosmogeeks dans la deuxième année de notre voyage dans l'univers culturel. Pour le premier épisode de la saison, nous recevons Thibaut Desbief de sa librairie Maison Petit Renard située à Tokyo. Il va nous parler de son métier de traducteur et de sa passion pour la bande dessinée au sens large. Je vous laisse en compagnie du pilote Bubuzz. Bon voyage! Bonjour Thibaut, Bonjour Bobez, pouvez-vous vous présenter? je m'appelle Thibaut Desbief, j'ai 52 ans, je suis traducteur de manga professionnel, c'est-à-dire que traducteur de manga est mon activité principale depuis à peu près, un peu plus de 25 ans maintenant. J'habite à Tokyo depuis à peu près, aussi longtemps, et je suis passionné de bande dessinée et de manga depuis beaucoup plus longtemps. Quelle enfance avez-vous connue d'un point de vue culturel? Alors d'un point de vue culturel, j'ai pas spécialement baigné dans un univers de culture, parce que mon père était, pendant très longtemps agent commercial, donc vendeur de voitures, vendeur de tout un tas de choses. Ma mère était femme au foyer. J'ai 4 frères et une sœur. Moi, je suis le numéro 5 dans la fratrie, donc j'ai 4 grands frères et une petite sœur. Aucun de mes frères n'est artiste. Ils ont divers métiers, hein, agent commercial, agent immobilier, ingénieur. Ma sœur, elle est, enseignante, en école primaire, donc on n'a pas spécialement, ni les uns ni les autres, baigné dans un univers très, très culturel, mais j'ai des parents qui ont toujours été très ouverts, donc en étant le 5e de la fratrie, je faisais un peu ce que je voulais dans la maison. J'avais accès, il y avait des livres, il y avait des bandes dessinées, il y avait, mon grand frère, qui avait des livres porno, en accès libre. Donc je me suis fait ma culture personnelle, assez rapidement et puis très, très tôt, j'ai hérité des bandes dessinées de mes frères aînés, qui étaient Tintin, Astérix, qui étaient des romans de science-fiction, qui étaient, les trucs qu'on lisait à mon époque, c'est-à-dire Le Club des 5, toute cette, littérature pour enfants. Puis comme je suis un enfant des années 70, du début des années 70, on n'avait pas de télé, je crois que la première télé qu'on a eue, c'était en 79 ou en 80. Les écrans, l'exposition aux écrans est arrivée très, très tardivement, quoi. Mais d'un point de vue culturel, voilà, ça se limite à peu près à ça, je dirais. Quelles sont les œuvres qui vous ont le plus marqué? Alors en bande dessinée, alors davantage que les romans, moi je me suis très, très rapidement pris d'intérêt pour la bande dessinée. Comme on avait tous les Tintins, j'ai commencé par les Tintins, on avait beaucoup d'Astérix, mais mon gros centre d'intérêt en bande dessinée, c'était Spirou. J'étais abonné au journal de Spirou, j'avais une tante qui m'achetait chaque semaine, le journal de Spirou et Pif Gadget. Donc ma culture BD, elle s'est faite à travers le journal de Spirou et Pif Gadget. Les œuvres de Franquin, le Spirou de Franquin, toute cette période-là, les Gaston Lagaffe étaient, quand j'étais petit, je les ai lus, je pense, tous des centaines de fois, en fait. Ils étaient, comme on n'achetait pas beaucoup de BD, mais il y avait des BD à la maison, on les relisait, on se les passait les uns les autres et puis, quand un moment de calme, on prenait une BD, n'importe laquelle, même si on l'avait déjà lu 10 fois, on la relisait. Donc c'est des œuvres assez classiques, qui m'ont marqué dans ces domaines-là. Puis après, il y a eu l'arrivée de la télévision dans la maison et des dessins animés des années 80, début des années 80, fin des années 70, Albator, Goldorak, Candy, Lady Oscar, tous ces trucs, Capitaine Flamme, tous ces dessins animés en fait japonais qui n'étaient pas identifiés comme des dessins animés japonais, mais qui passaient à la télévision. Je les ai vus en temps réel et moi j'ai accroché vraiment en temps réel sur ces dessins animés-là, qui étaient, de mon point de vue, parce que moi je m'intéressais beaucoup aux histoires et aux scénarios, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus matures que ce que j'avais pu voir ailleurs en matière de dessins animés, quoi. Quel a été votre parcours pour devenir traducteur? Alors, c'est un parcours qui est un peu sinueux. On m'a souvent demandé, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir traducteur? En fait, j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que moi, j'ai pas spécialement voulu être traducteur. Je suis devenu traducteur, parce que, j'avais envie de partager ma passion des mangas et parce que j'avais envie de faire lire des mangas en français à des personnes qui n'y avaient pas accès. Mais, au départ, j'ai fait des études, alors je suis originaire de Marseille, c'est-à-dire que j'ai passé, mes 21 premières années, de vie, presque 22 à Marseille. J'ai passé mon bac à Marseille. Ensuite, j'ai fait des études de gestion et de comptabilité pendant Mmh. 4 ans, avant de m'intéresser au japonais. Mais en parallèle de mes études de gestion et de comptabilité, comme j'ai été passionné par les mangas,
qui n'étaient à l'époque pas traduits. Les seuls trucs qui étaient traduits, c'était Akira, Appleseed, quelques trucs chez Glénat. Mm. C'était les tout débuts de Dragon Ball. Et encore, je pense que j'ai commencé à apprendre le japonais avant que Dragon Ball soit traduit. J'ai d'abord commencé des études qui n'étaient pas spécialement faites pour moi. C'est pour ça que je les ai arrêtées au bout de la 4e année et que je me suis réorienté lorsque j'ai découvert qu'on pouvait apprendre le japonais à partir de zéro. Et je me suis dit, bon, assez de la méthode assimile et apprendre le japonais tout seul, de toute façon, c'est assez limite. Et je me suis inscrit à l'Institut national des langues orientales à Paris, donc à l'INALCO. Mhm. En première année, j'ai quitté Marseille et je suis arrivé comme la fleur au fusil, quoi, sans vraiment avoir trop réfléchi ce que j'allais faire à Paris. Je voulais juste apprendre le japonais et c'était mon objectif, comme un enfant qui a vraiment, et pourtant j'avais déjà 22 ans, mais je me dis aujourd'hui j'étais d'une naïveté incroyable. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études de japonais. Et puis en fait, au bout de la 3e année, lorsque j'étais en fin de 2e année, début de 3e année de japonais, c'était en 95, je pense. Les éditions Kana, qui n'étaient pas encore les éditions Kana, qui faisaient vraiment partie des éditions d'Argo, avaient passé une annonce à la fac dans laquelle ils recherchaient des stagiaires. Il n'y avait pas de précision, il me semble que c'était ils cherchaient des stagiaires chez des personnes qui connaissaient un peu le monde du manga et qui pouvaient lire des mangas en japonais. D'accord. La petite amie que j'avais à l'époque avait postulé pour ce poste de stagiaire et c'est comme ça que j'ai eu des premiers contacts avec des professionnels de l'édition au moment où Kana, avant que Kana ne devienne Kana, au moment où ils cherchaient à monter un label et où ils faisaient un tri dans les licences qu'ils pouvaient acquérir pour le marché français. De fil en aiguille, ma petite amie travaillant donc sur ce projet-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer les éditeurs de chez Dargo et de fil en aiguille, j'ai pu partager mes connaissances, les connaissances que j'avais à l'époque sur le manga, parce que il y avait très peu d'informations finalement dans les années 90 sur le manga en lui-même. Il n'y avait pas accès à Internet, il n'y avait pas l'accès à l'information telle qu'elle existe aujourd'hui. Et de fait, avoir quelques connaissances sur les mangas, avoir une certaine vision de ce que représentait à peu près dans sa globalité le marché japonais du manga, ça avait une certaine valeur aux yeux des éditeurs. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers contacts. Donc j'ai commencé la traduction d'abord par faire de l'adaptation, c'est-à-dire que je retravaillais les textes qui avaient été traduits par quelqu'un qui n'était pas natif français, donc un japonais qui traduisait du japonais vers le français et qui était dans un français tout à fait admirable et correct, hein, mais qui manquait de fluidité, qui avait besoin d'un certain travail d'adaptation. Donc j'ai d'abord fait de l'adaptation sur des titres japonais et sur des titres coréens. Les premières adaptations que j'ai faites, c'est des titres coréens que Kana avait sortis au tout début de son histoire, sur lesquels je faisais voilà, un travail de réécriture. Et puis, j'ai poursuivi mes études. J'ai eu l'occasion de partir au Japon. Et quand je suis parti au Japon, comme j'avais des bonnes relations avec les éditeurs de chez Kana, je leur ai dit, si vous voulez, quand je suis au Japon, comme je serai sur place, je pourrais vous envoyer les infos. Et puis, si jamais vous venez, on pourra se rencontrer. Puis, je pourrais sûrement vous aider à faire des trucs sur place. Et c'est comme ça qu'au début, dès l'année donc les 2 premières années où j'étais au Japon, en 97-98, j'ai surtout fait de la traduction, pareil, de l'adaptation de titres. Et puis à partir de 2000, j'ai commencé à faire de la traduction tout seul, parce que ça faisait plus de 2 ans que j'avais passé plus de 2 ans au Japon, et puis j'avais fini mes études de japonais. Donc j'avais, je pense, à l'époque, à peu près un niveau suffisant pour commencer à faire de la traduction. Et c'est à partir de là que j'ai eu une collaboration plus importante avec les éditions Kana en tant que traducteur et en tant que consultant éditorial. Comment procédez-vous pour traduire un manga? Techniquement, c'est assez simple. Il faut bien avoir conscience que quand on traduit un manga, le traducteur, nous, on fait que traduire, c'est-à-dire on ne s'occupe pas de toute la partie mise en page, toute la partie insertion dans les bulles. Nous, on s'occupe uniquement du texte, de la traduction du texte. Parce que le travail qu'on rend à l'éditeur, il est rendu sous la forme d'un fichier Word, tout simplement. Ce n'est pas un fichier image dans lequel on a mis les textes, on a remplacé les bulles. Tout ça, c'est le travail de quelqu'un d'autre. C'est un autre travail à part entière. Nous, notre travail, il se concentre sur le texte. Donc, de manière à ce que tout le monde puisse bien, comme on est le premier maillon de la chaîne et qu'on est le seul maillon de la chaîne en général à parler japonais et à comprendre le français, on a besoin de mettre des indices aux personnes qui vont travailler à la suite de nous, notamment la personne qui va mettre le texte en français dans les bulles et remplacer le texte japonais.
Donc, de manière à ce que cette personne-là, qui ne lit pas le japonais, sache à quel endroit on met quel texte dans quelle bulle. On fait une numérotation, une indexation des textes japonais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc., dans Mhm. l'ordre où on lit le texte sur la page. Et pareil, sur le fichier Word, on va mettre ce qui correspond au numéro qu'on a mis. Donc, bulle 1, texte machin, bulle 2, texte un tel, etc., etc., de manière à ce que chaque bulle, chaque traduction se trouve au bon endroit dans la page une fois qu'elle est en français. Grosso modo, c'est comme ça qu'on procède au départ. On prépare un fichier en indexant de manière alphabétique. On traduit sur un fichier Word ou Google Doc ou tout ce que vous voulez en français. On envoie le texte à l'éditeur. L'éditeur le lit, le fait relire, nous le renvoie pour qu'on le corrige, nous fait des remarques, nous dit attention, là c'est pas cohérent, là il y a peut-être une erreur, là c'est pas bien, là il y a des fautes. C'est ensuite un travail de ping-pong qui se réalise entre l'éditeur et le traducteur de manière à, au bout du compte, rendre le meilleur texte possible. Alors même en étant novice, on comprend bien que la langue japonaise et la langue française ont peu de liens. Quelle est la principale difficulté de traduction entre le japonais et le français? Le japonais, c'est une langue qui est très particulière parce que c'est une langue qu'on appelle une langue de circonstance. Et on a besoin d'avoir un contexte pour arriver à comprendre à quoi ça correspond. C'est pas une langue qui est très difficile à parler, pour la bonne et simple raison qu'en japonais, il y a pas de conjugaison. Il n'y a pas autant de temps qu'en français. En français, on a présent, imparfait, passé composé, plus que parfait, subjonctif, futur antérieur, passé antérieur, et en veux-tu, en voilà. En japonais, c'est assez basique. Il y a le présent, le passé, et ça s'arrête là. Le futur est exprimé grâce à des adverbes qui indiquent qu'on va dans le temps. Si je dis demain, on comprend tout de suite que c'est une action dans le futur, et ensuite, après le mot demain, je placerai un verbe au présent. On comprend que demain plus le présent, ça donne le futur. Donc, c'est pas très compliqué en termes de compréhension et d'apprentissage, mais ça implique une bonne compréhension du contexte. On est toujours confronté dans le japonais à des complexités liées au contexte que la langue induit, en fait. Pour vous donner un exemple, il y a une expression en japonais qui veut dire à la fois je veux bien et non merci. En fonction du contexte, on va l'interpréter de manière différente. Lorsqu'on dit ii des, ça veut dire oui, s'il vous plaît, d'accord. Et quand on dit ii des, dans un contexte totalement différent, ça voudra dire non merci, je n'en veux pas. C'est vraiment lié à ce qui va précéder, ce qu'il y aura après, et c'est une des grandes difficultés du japonais, c'est d'arriver à appréhender le contexte pour traduire correctement et pas faire de contresens. C'est un cas extrême que je prends, mais la langue japonaise tient compte énormément du contexte et s'autorise de fait, grâce à ça, la suppression des sujets, par exemple. Il y a beaucoup de phrases dans lesquelles on n'a pas besoin de mettre de sujet. Dans la discussion, les phrases ne commencent pas par moi, je, ou par tu, ou par vous. C'est induit dans la conversation. Lorsque je vous parle, en japonais, on n'a pas besoin de dire je, parce que évidemment, vous comprenez que c'est moi qui vous parle, donc vous n'avez pas besoin que je précise que c'est je. On dit en japonais, pour dire je parle, on va dire hanasu. Et si vous voulez dire tu parles, on va dire hanasu. Hanasu, le verbe parler, va être décliné je parle, tu parles, il parle, nous parlons, vous parlez, il parle. Ça va être hanasu, 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 hanasu. Tout simplement. Alors on sait que les japonais sont très protecteurs de leurs œuvres. Comment on débute dans ce métier? Ça a changé, je pense. Moi, j'ai eu la chance d'être dans les pionniers, enfin, de faire partie des pionniers de la traduction de manga et d'avoir très tôt l'envie d'en faire un métier à plein temps. Enfin, j'aimais tellement ça, de toute façon, que ce soit la traduction ou le manga. J'envisageais pas la possibilité de me dire, bon, je vais être prof, et puis quand j'aurai du temps libre pendant les vacances, je ferai de la traduction et je m'occuperai des mangas. Prof, une activité stable, un revenu fixe, et à côté, un truc qui me plaise. Je ne l'ai jamais envisagé comme ça. Je sortais de 4 ans d'études, justement, où on parlait que de chiffres, où on parlait que de comptabilité. J'aurais très bien pu me dire, je finis mes études de comptabilité, je suis expert comptable et très bien, je gagne beaucoup d'argent. Et puis le reste, quand j'ai du temps libre, je m'occupe des mangas. Je sortais de ça, donc mon idée, c'était, bon, je vais investir sur moi et je vais
essayer de construire un environnement qui n'existe pas, parce que ça n'existe pas. Traducteur de manga, c'est un métier qui n'existait pas. Personne ne s'était spécialisé, ne s'était dit je vais devenir traducteur de manga. Dans mon cas, je l'envisageais pas autrement. Je me suis dit, voilà, je vais être, si je commence à faire de la traduction de manga, c'est que je vais être traducteur de manga à plein temps. Je vais trouver des mangas à traduire pour que ce soit un métier à plein temps et que j'arrive à en vivre correctement et à mener une vie libre. Quand je dis correctement, dans mon esprit, c'est ne rien devoir à personne. Ne pas vivre avec des prêts, ne pas vivre au crochet de mes parents, ne pas vivre au crochet des uns ou des autres. C'est d'avoir assez de revenus pour vivre libre. C'est pas acheter un château, une piscine, c'est pas du tout à ça dont je rêvais. Mon concept, mon choix de vie, c'est de vivre libre. Je veux vivre libre, ne rien devoir. On doit toujours à beaucoup de gens. Mais en l'occurrence, ce que je ne voulais pas, c'était vivre au crochet des uns des autres, devoir emprunter ici, là. Et donc, construire le métier de cette manière-là. C'est pour ça que quand je suis devenu traducteur, c'était un concours de circonstances. J'étais dans les premiers à le faire, mais j'avais vraiment, dès le départ, une volonté d'en faire un métier. Aujourd'hui, c'est très différent. Aujourd'hui, c'est très différent. Je pense que pour devenir traducteur de manga, c'est à la fois plus facile et plus compliqué. Plus facile parce que le métier existe. Il y a une reconnaissance beaucoup plus importante qu'il y a 25 ans de la notion de traducteur. On peut dire je suis traducteur de manga, ça surprend personne, ou beaucoup moins que quand moi je le disais à l'époque. On sait qu'il y a un marché des traducteurs de manga. On voit bien, il y a, je ne sais pas, peut-être chaque année plus de 1300 ou 1400 mangas qui sortent. Donc ça sous-entend que derrière, il y a des gens qui travaillent et qui traduisent et que donc il y a des possibilités d'avoir du travail et c'est un marché en expansion. Donc on peut se dire, c'est raisonnable, c'est pas complètement fou que de vouloir devenir traducteur de manga. Mais ça induit aussi qu'il y a beaucoup plus de concurrence, qu'il y a de la visibilité et que de fait, on peut avoir un super CV, avoir une maîtrise de japonais, des connaissances sur les mangas, envoyer ses CV chez les meilleurs éditeurs et se retrouver en concurrence avec des gens qui ont des niveaux identiques ou supérieurs et avoir des difficultés à faire sa place. Donc c'est pas plus compliqué qu'ailleurs, mais le fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de concurrence et beaucoup plus de gens qui aiment les mangas que ce que c'était le cas à mon époque. Enfin, quand j'ai commencé à lire des mangas, je vous assure, dans ma famille, tout le monde me regardait avec des yeux énormes et j'étais la risée de mes frères. Donc, personne comprenait pourquoi je regardais des dessins animés, personne comprenait pourquoi j'achetais des mangas en japonais. Aujourd'hui, je pense que déjà les parents qui ont des enfants en âge de lire des mangas sont eux-mêmes des enfants de la première, sont eux-mêmes des parents qui ont bercé dans cette première génération, donc qui ont une compréhension beaucoup plus aiguë de ce que leurs enfants lisent. Et puis, c'est vraiment passé dans la culture populaire, le manga. Donc ça ne surprend pas, quoi. On parlait de contextualisation par rapport à la traduction. Est-ce que vous avez des contacts ou est-ce que vous pouvez communiquer avec les auteurs parfois pour vous aider? Alors pour nous aider, non. Non, on aimerait bien, hein. Enfin, moi, j'aimerais vraiment bien, c'est un peu, traduire des mangas, c'est un peu comme, Qui veut gagner des millions, en fait. Quand on est face à un problème, on a plusieurs choix. Est-ce que j'appelle un ami? Est-ce que je fais 50-50? On est un peu dans cette situation-là. Quand on bloque sur un truc, bon, alors à qui je demande? J'appelle un pote qui est traducteur et qui va pouvoir, me donner sa vision. Est-ce que j'en parle à ma femme qui est japonaise et qui va avoir sa vision, ou alors est-ce que je fais une réunion de famille avec mes enfants? J'ai 3 enfants, donc qui ont 17, 15 et 13 ans, qui sont bien imprégnés de la culture manga. Quand il y a des trucs que je pige pas, je leur fais lire le texte et je leur dis: «Bon, vous avez compris quoi là? Qui parle? Qui dit quoi? Est-ce que c'est un langage de femme? Est-ce que c'est un langage d'homme? Qu'est-ce que dites-moi votre avis». Mais c'est un peu ça en fait quand on traduit des mangas. On aimerait bien pouvoir contacter l'auteur quand on a un problème parce que lui, on sait qu'il a la réponse, mais on peut pas. C'est pas vraiment explicité dans les contrats, c'est pas, les éditeurs ne nous disent pas, n'allez pas sur le compte Twitter de l'auteur pour le contacter, n'allez pas sur son compte Instagram pour lui envoyer des messages. Personne nous le dit, mais on sait très bien que ça se fait pas. On sait très bien que ce serait très mal perçu, et que ça nous reviendrait dans la gueule comme un boomerang, bien aiguisé. Donc personne ne le fait. Je pense que, de toute façon, je veux dire, la contrepartie, c'est que les éditeurs comprennent qu'on puisse être en difficulté sur certains points et qu'on puisse leur dire, écoute, là,
sur ce point-là, je pense qu'il n'y a que l'auteur qui peut avoir la réponse. Il n'y a que l'auteur qui peut savoir exactement ce qu'il veut dire parce que c'est confus ou parce que c'est un terme inventé. Et donc, on en réfère à l'éditeur français qui va juger si ça vaut la peine de prévenir l'éditeur japonais, qui va prévenir l'auteur japonais. Ça veut dire que en cas d'urgence, on peut toujours dire, voilà, là, on est bloqué, il nous faut l'avis de l'auteur, mais comme je n'ai pas le droit de le contacter directement, je vous signale mon problème et je vous laisse vous débrouiller de votre côté. Mais ça veut dire que ça va être très long. Oui, parce Ça que veut dire que pardon, si une traduction est mal exprimée, ben, on est un peu embêté tout le long des tomes qui vont suivre. exactement, ça peut être justement dans des cas comme ça. Ça peut être des auteurs qui sont très attachés au nom des personnages, par exemple, ou qui vont faire qui vont attribuer un nom au personnage en fonction d'un contexte particulier, et ça aura un sens plus tard. Et on le sent. On se dit, ah oui, effectivement, à mon avis, il a dû vouloir faire un truc avec le nom de ce personnage, mais je ne vois pas où il est allé le chercher. Et je ne vois pas où il m'emmène. Il y a peut-être un truc avec une mythologie nordique ou avec une mythologie du Moyen-Orient, mais j'ai beau chercher sur Internet, je ne vois pas du tout ce que c'est. Et pour sûr, dans 10 chapitres, il va nous faire rencontrer le père ou le grand-père ou un ancêtre et on va se dire, ah ouais, ok, d'accord, ça venait de là, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, plutôt que de partir à l'aventure sans avoir d'infos, on mentionne ça à l'éditeur qui fait remonter l'info jusqu'à l'auteur, mais il ne faut pas que ce soit un travail dans l'urgence. Si c'est dans l'urgence, on est sûr qu'on n'aura pas l'info à temps. Mais ça prend du temps, c'est possible, on évite de le faire. On aimerait bien, parce que c'est toujours sympa de pouvoir parler à des auteurs, mais on ne le fait pas. Est-ce que c'est important pour vous d'apprécier l'œuvre que vous allez traduire? Oh, bah c'est mieux, c'est plus sympa. C'est toujours comme dans tous les métiers, en fait, hein, je pense, quel que soit le métier qu'on fait, c'est toujours mieux. C'est un peu comme un collègue de travail, quoi. C'est plus sympa si on s'entend bien, si on a des atomes crochus, si on peut parler des mêmes choses et aller dans la même direction. Maintenant, c'est quand même difficile de travailler que sur des œuvres qu'on aime, mais ouais, c'est assez rare que non, ça m'arrive très, très rarement de travailler sur des mangas que j'aime pas. Enfin, ça a dû m'arriver pour peut-être pour dépanner un éditeur qui trouvait pas, de traducteur qui était disponible à tel moment, donc j'ai pu le faire sur des séries courtes ou parfois en me trompant sur le casting, en me disant: «Ah mais ça a l'air vachement bien, la série elle démarre super bien, 3 tomes c'est bien», puis au bout du 4e tome, ça devient, oh là là, ça devient hyper, soit très bavard, soit incohérent et dans ces cas-là, on se dit: «Waouh, dans quoi je me suis embarqué, quoi». Comment l'éditeur français vous propose les licences? Est-ce que vous avez un choix ou est-ce qu'il vous impose? Comment ça se passe? Non, non, on a toujours un choix parce que les traducteurs sont tous, jusqu'à preuve du contraire, sont tous freelance, donc on est tous travailleurs indépendants. Hem, Dans mon cas, moi, comme j'ai plusieurs activités, j'ai créé une société, donc c'est encore un cas particulier. Mais, comme on est indépendant, on est toujours, en droit de refuser le travail qu'on nous propose. Ça implique qu'après l'éditeur pourra, lui, de son côté, dire: «Bah, puisqu'il refuse mon travail, je lui en propose plus». Mais on sait, voilà, c'est le principe même de la position du freelance. Mais, au début, quand j'ai commencé à traduire, comme j'avais une proximité et un lien très fort avec les éditions Kana, puisqu'on travaillait beaucoup, beaucoup ensemble et que on je faisais beaucoup de recherches sur les titres, qui marchaient au Japon, je leur proposais beaucoup, beaucoup de titres. Donc sur la quantité de titres que je proposais, évidemment, quand je présentais un titre et quand c'est un titre que j'aimais, je leur disais: «Bah, si jamais vous avez la licence, voilà, ça c'est un titre que j'adore, si vous avez la possibilité de me confier la traduction, je serais content. Je vous force pas la main, je vous oblige pas, mais voilà, ça me ferait plaisir de travailler sur cet auteur-là, j'adore ce qu'il fait». Et ça s'est toujours bien passé. J'ai eu beaucoup de titres sur lesquels j'adorais travailler, que j'ai pu traduire grâce à ça et des titres, que j'adorais mais qui ont été confiés à d'autres traducteurs. Donc il y avait rien de systématique. Comme je défrichais beaucoup, il y avait beaucoup d'auteurs que j'aimais et donc sur la quantité, j'ai traduit beaucoup beaucoup de trucs que j'adorais, ouais. Quels auteurs vous avez amenés à Kana dans le catalogue? Heu,
Alors j'aime pas dire ça en fait, parce que comme c'était très collégial, moi je proposais, j'aurais jamais la prétention de dire que j'ai amené ou tel titre chez Kana. J'ai proposé plein de titres et après la ligne éditoriale, les choix des titres, c'est, bien sûr, c'est Kana qui avait l'entière responsabilité des titres, qu'ils éditaient, mais dans les titres qu'on a prospectés ensemble, bah, par exemple, tous les Urasawa, les Monsters, les Asano Inio, les Taiyu Matsumoto sont de cette, en tout cas tout ce qui est dans les collections plutôt pour adultes, en seinen, on a beaucoup travaillé ensemble sur ces titres-là et c'est des titres que j'adorais, donc j'ai vraiment été très, très heureux de traduire. Alors, vous avez gagné le prix Konishi en 2019 pour votre travail de traduction sur Dead Dead Demons DDDD Destruction. Est-ce important d'avoir une reconnaissance de ce type dans votre métier? Oui, c'est toujours important. On ne peut pas minimiser, pas faire semblant, pas bouder son plaisir. À titre personnel, j'étais vraiment très, très content de l'avoir. D'une, parce que les premières éditions du prix Konishi, on ne savait pas trop ce que ça allait donner, en fait. On ne savait pas trop quel serait le niveau d'exigence. Je pense que c'était très important que le premier gagnant du prix Konishi soit un très bon traducteur. En l'occurrence, le premier gagnant du prix Konishi, c'est Sébastien Ludman, qui a gagné pour Golden Kamuy. Et c'est un très, très bon traducteur. Je le connais très bien, c'est un de mes amis et je dis absolument pas ça parce que c'est un de mes amis. Je vous assure que c'est quelqu'un qui a un niveau d'exigence et qui a un niveau de japonais et de français qui est au-dessus de la moyenne. Et c'était très important. Ça donnait beaucoup de crédit au prix, en fait, le fait que ce soit lui qui l'ait dès la première fois. Ça aurait pu être lui ou Sylvain Chollet, par exemple, qui est le traducteur qui a traduit énormément de mangas aussi, mais qui est essentiellement connu pour ses traductions sur l'Attaque des Titans ou la première version de One Piece. Ça aurait pu être l'un ou l'autre, ça a mis la barre très très haut dès le départ. Donc c'était vraiment hyper important. Et le fait que l'année d'après, une des séries sur lesquelles j'ai travaillé soit retenue et que les jurés considèrent que cette série avait été bien traduite, je me suis dit bon, bah c'est pas anodin. C'est un prix de qualité qui a eu. J'ai avant moi quelqu'un qui était de qualité, donc ça récompense le fruit d'un travail de longue haleine, on va dire, parce que ça fait des années que je fais de la traduction de manga et j'ai absolument pas la prétention d'être ni un super traducteur, ni le meilleur traducteur ou tout ce que vous voulez. J'essaie de faire bien mon travail depuis 20 ans et dans les temps impartis, de faire mon mieux possible. Et le prix, ça, à titre personnel, ça récompensait ça. Ça récompensait le fait que sur ce titre-là, j'avais fait du bon travail. Ça ne veut pas dire que j'ai fait du bon travail sur tous les titres, mais sur ce titre-là, j'ai fait du bon travail. Et j'en étais très content. Après, c'est aussi important vis-à-vis des lecteurs. Ça montre aux lecteurs que ben, il y a des gens qui font un travail, ils sont récompensés pour le travail qu'ils font, et puis il y a des gens qui surveillent le travail que font les gens comme moi. Des gens qui sont attentifs, qui vont dire ben, il y a des bonnes traductions, il y a des traductions qui sont moins bonnes. Donc l'idée, c'est que tout le monde aille vers le haut, qu'on soit tiré vers le haut et qu'on essaie d'aller au meilleur des traductions. Le manga, c'est pas un sous-produit. Ça a la même valeur, une traduction de manga a la même valeur qu'une traduction littéraire, de romans et autres. Il y a le même degré d'exigence, donc il n'y a pas d'anomalie à ce qui est un prix pour reconnaître le travail qui a été fait. En dessous de ça, ça veut dire ne valorisez pas trop les scantrad, n'allez pas dire que les scantrad c'est génial, que c'est mieux traduit que les gens qui font leur travail dans leur coin. N'embellissez pas trop le travail des pirates, de gens qui gagnent de l'argent en spoliant les droits d'auteur et en desservant le travail fait par les artistes. En dessous de ce genre de prix, il y a aussi ce discours-là. C'est aussi ça que ça veut dire. Donc, c'est très important. Malheureusement, ça ne veut pas dire le fait d'avoir un prix, le fait que la traduction soit reconnue, ça n'a pas d'incidence directe sur la rémunération que les éditeurs vont nous verser, sur le travail qu'on nous propose derrière. C'est pas parce que ce soit Sébastien Ludman ou les personnes qui ont eu le prix Konishi, aucun de nous ne se dit bon ben voilà, à partir de demain mon téléphone va sonner, tous les éditeurs vont m'appeler, et tout le monde voudra que je travaille sur la meilleure des séries et sur le nouveau hit. Non, c'est pas du tout ça, il n'y a pas d'incidence. C'est juste, il faut rester humble d'abord, et puis il faut avoir conscience que voilà, c'est des professionnels qui valorisent le travail d'autres professionnels, et ça a une valeur auprès du public,
auprès des professionnels, mais ça n'a pas d'incidence directe sur le statut social ou sur les revenus que peuvent générer une traduction de manga. Pour une œuvre culturelle comme le manga, la traduction est majeure. Aujourd'hui, dans les nouvelles rééditions que l'on voit fleurir là depuis quelques années, édition définitive, perfect édition, on voit que parmi les arguments de vente, il est mis en avant nouvelle traduction. Par rapport à cela, quel est votre avis? Je pense que c'est utile. C'est utile, notamment pour les traductions qui ont été faites dans les années 90. Il y a des mangas majeurs comme, Dragon Ball, Saint Seiya, Slam Dunk, des mangas qui ont vraiment, prouvé leur qualité et qui ont été traduits, dans les années 90, sur des critères qui n'étaient pas forcément les mêmes que ceux d'aujourd'hui, hem et par des personnes qui n'avaient pas tout à fait les mêmes qualités qu'aujourd'hui. Enfin, je la majorité des traducteurs dans les années 90 avaient une vingtaine d'années, n'avaient pas de précurseurs, devaient, inventer un métier, un cadre, une manière de faire, devaient un peu tout inventer. Donc les traductions sont pas mauvaises pour autant, mais elles sont, comment dire? Elles sont, améliorables, perfectibles, et c'est encore plus vrai sur des traductions qui ont été réalisées à un moment où les dessins animés japonais étaient très présents à la télé et où finalement l'idée des éditeurs, c'était des premiers éditeurs qui éditaient du manga, c'était de surfer sur ces succès d'audience à la télé et de dire: «Bah, à la télé, tout le monde regarde les Chevaliers du Zodiaque, donc on va traduire les Chevaliers du Zodiaque. On va prendre Saint Seiya, on va mettre un nom français, on va mettre les personnages avec des noms français et on va essayer de coller le mieux possible, du mieux possible à la version télé». C'était pareil pour, Ken le Survivant, c'était pareil pour Dragon Ball, il y avait un vrai intérêt à retraduire ces mangas-là et à les remettre dans un contexte davantage éloigné de la présence des dessins animés que ce qu'il l'était à l'époque. Après, il y a les langages qui évoluent aussi. Il y a des traductions qui ont été faites, parfois, c'est pas du tout un reproche, c'est un choix de traducteur, mais, avec, un langage qui peut être daté. Je pense notamment par exemple, à Rakai Blues, qui est Rokudenashi Blues, en japonais, qui a été ensuite retraduit, il me semble, chez Pika. J'ai oublié le nouveau titre français, mais en tout cas, à l'époque, lorsque ça a été traduit, il y avait évidemment beaucoup de mots d'argot, puisque c'est un manga qui parle des voyous japonais, les furios, et des mots d'argot de l'époque. Donc, une traduction, ça vieillit, ça malheureusement, si on ne fait pas attention aux termes qu'on emploie ou si on a envie d'ancrer la traduction dans l'instant du moment, on prend le risque que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, les termes soient devenus obsolètes et que la traduction soit devenue désuète et que plus personne n'a envie de la lire. Donc il y a un vrai intérêt à refaire une traduction. Il faut certainement, en tant que lecteur, arriver à faire un discernement entre ce qui relève de la pure, opération marketing et commerciale de la part de l'éditeur et de ce qui relève d'un vrai intérêt littéraire et ce qui relève du bon sens, en fait. Il y a évidemment dans le nombre de mangas qui sont retraduits et réédités une quantité de titres qui le sont pour de mauvaises raisons entre parenthèses, parce que ça on peut voir ça comme de mauvaises raisons, mais si ça permet à l'éditeur de de, mmh, de faire du chiffre d'affaires et d'un chiffre d'affaires qu'il va réinvestir dans d'autres séries, c'est pas une mauvaise raison. Mais en soi, voilà, il vaut mieux que ce soit motivé par des raisons artistiques que commerciales. Les IA qui s'immiscent dans beaucoup de travaux prennent de plus en plus d'importance, de par leur faible coût et la relative efficacité. Comment voyez-vous l'avenir à court et moyen terme de votre métier? Alors les IA, il faut les voir pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des outils. Une IA, c'est d'abord un outil, c'est un outil de travail. Ça a pas vocation à remplacer l'humain. Est-ce qu'avoir des outils performants, ça va pas avoir un impact sur notre, manière de travailler, sur la manière de voir le travail qu'on fait? Je pense que oui. Donc évident que si on a des outils performants qui nous permettent de gagner du temps sur certaines tâches, on va avoir du mal à être rémunéré de manière identique
sur ces mêmes tâches. Parce que la personne qui nous emploie et les personnes qui nous payent auront bien conscience que si on passe moins de temps sur une traduction, si on gagne du temps sur une traduction, il n'y a pas de raison pour qu'on soit payé le même prix. Donc ça peut avoir un impact à ce niveau-là. À court terme, je pense qu'il n'y a pas de grands changements. À court terme, c'est d'abord à nous d'apprivoiser les outils, de savoir comment on travaille avec des IA quand on fait de la traduction, savoir est-ce qu'on en a besoin ou pas. Ça peut être très utile. Lorsqu'on a des difficultés, tout à l'heure je vous parlais de ce jeu de qui veut gagner des millions. Là, on a une possibilité en plus qui est de dire je vais poser la question à une IA. Quand je suis en galère sur une phrase que je ne suis pas sûr d'avoir compris, je peux poser la question à une IA. Mais ça ne veut pas dire qu'elle aura la réponse. Elle va me fournir une réponse qui ne sera pas forcément la bonne. Parce que ce qui est étonnant, là, on sait que les IA ont une limite justement dans tout ce qui est contextualisation, émotionnel, etc. Donc ça, c'est du ressenti purement humain. Alors en plus, le japonais a cette particularité très importante dans son phrasé. Est-ce que là, justement, c'est encore plus compliqué pour une IA d'arriver à traduire du texte japonais ? Alors, c'est compliqué de le traduire parfaitement. C'est compliqué d'en faire un texte lisible, agréable à lire, et ça reste quelque chose qui est compliqué pour une IA. Mais à la vitesse où ça évolue, je pense que chaque problème, il y a une solution, et les concepteurs, les personnes qui travaillent dans le milieu de l'intelligence artificielle savent que tout problème a une solution applicable par le biais d'une IA. Dans le cas de la traduction de manga, par exemple, il y a une société d'investissement qui s'appelle Orange au Japon, qui n'a rien à voir avec le Orange français, mais qui a levé des fonds justement pour investir dans la traduction des mangas par le biais d'intelligence artificielle, de manière à pouvoir traduire des mangas en plus grande quantité en anglais et en chinois. Donc, a priori pour le marché américain et pour le marché chinois. Pour l'instant, uniquement sur ces deux langues, mais avec l'idée derrière de dire, une fois qu'on a la version anglaise, à partir de la version anglaise, on peut produire une version française, une version espagnole, une version italienne, puisque ce sont des langues qui ont des racines assez proches. Fondamentalement, traduire du japonais par le biais d'une langue tierce, ça veut dire on fait un bond en arrière de 80 ans. C'est aux prémices de la traduction du japonais, c'est souvent comme ça qu'on procédait. Il y a des grands auteurs de la littérature japonaise comme Yukio Mishima, dont les œuvres ont été traduites à partir de l'anglais, parce que je sais pas, je me suis pas interrogé je n'ai pas vraiment creusé la question, mais il est très clair qu'aujourd'hui, l'œuvre de Yukio Mishima est en phase de retraduction à partir du japonais, et c'est pas pour rien. C'est parce qu'il y a quand même des nuances qui sont perdues quand on passe par une langue tierce, et c'est ce qui guette en fait la traduction de manga. C'est le jour où les éditeurs ont envie de faire traduire du manga ou d'éditer du manga à très grande échelle, en très grande quantité et très vite. Ils vont pas s'embêter, ils vont pas passer par une version japonaise vers une version française. Mais le jour où ça arrive, les traducteurs seront pas les seuls impactés. Le jour où ça arrive, ça veut dire qu'on n'a plus besoin des éditeurs français. Ça veut dire que les éditeurs japonais auront considéré que de toute façon, il n'y a pas besoin de passer un contrat avec les éditeurs français, parce qu'ils pourront eux-mêmes, depuis le Japon, produire des mangas à partir d'une version anglaise, traduite en français, et qu'ils mettront sur les plateformes de leur choix, qui seront lues de manière numérique, et en s'affranchissant complètement de leurs partenaires français qui ont bâti le marché du manga depuis maintenant 40 ans. Donc c'est une menace pour les traducteurs, parce que ça menace notre travail, ou en tout cas la manière de le faire et les rémunérations qu'on peut en tirer, mais c'est une menace beaucoup plus large pour l'ensemble des acteurs du manga. Le jour où les Japonais décident de reprendre totalement la main sur les licences qu'ils vendent à l'étranger, c'est tout simplement le marché du manga français, les principaux acteurs du marché français qui n'auront plus la main sur les œuvres qu'ils éditent. Et bon, ça ne va pas dans ce sens-là pour l'instant. Pour l'instant, ça reste une collaboration entre les éditeurs japonais et les éditeurs français, que ce soit sur les plateformes, en simultrad, dans toutes les formes que vous voulez. Ça reste une collaboration. Mais on n'est pas à l'abri. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc, à court terme, il n'y a pas de grand risque. À moyen terme, on va probablement, nous, traducteurs, être amenés à faire du post-editing, c'est-à-dire à travailler sur des textes qui ont d'abord été traduits par des intelligences artificielles, qui sont d'abord passés dans une intelligence artificielle, qu'on va nous livrer, et on va nous dire, voilà, toi, tu as la connaissance des deux langues, vérifie ce qu'a fait l'intelligence artificielle, regarde s'il y a des choses à améliorer,
regarde si on peut faire des tournures, si les personnages ont bien été définis par les langues, etc., s'il n'y a pas de contresens. Donc, ce sera du post-editing. Ça, c'est à moyen terme, je pense que c'est ce qui guette la traduction de manga et c'est ce qui guette la profession de traducteur. Et puis, à long terme, je pense que le marché s'adaptera et que les lecteurs s'adapteront à des traductions de moins bonne qualité, qui s'en contenteront. Et puis que le traducteur sera réservé, le métier de traducteur sera réservé à des œuvres extrêmement pointues et à des éditeurs qui seront des résistants et qui ne veulent pas entrer dans ce système-là. Mais l'avenir est pas. Aujourd'hui, quand on me dit qu'est-ce que je dois faire pour être traducteur, je dis bah non, choisis autre chose plutôt, tu vois. Il y a plus d'avenir dans autre chose que dans le traducteur. Est-ce que vous arrivez à mettre de côté votre regard de traducteur quand vous lisez un manga pour le plaisir? Non, absolument pas. Ah, Non, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je peux le faire quand je lis une BD. Et encore, même quand je lis une BD, je me dis: «Mais c'est dingue, il y a personne qui a relu» ou enfin ça m'arrive, hein, il y a des BD qui sont très bien écrites, sur lesquelles il y a rien à redire, mais parfois quand je lis des BD qui sont pourtant écrites en français et qui viennent pas d'une langue traduite, je me dis: «Waouh, c'est dingue, mais l'éditeur, il est où? C'est quoi la cohérence d'une bulle à l'autre? Ils ont oublié des trucs». C'est un défaut professionnel qui vient du fait que finalement en manga, les éditeurs sont tellement exigeants avec nous. Ont tellement peur qu'une incohérence soit attribuée à une erreur de traduction qu'on fait extrêmement attention à tout ça. Donc après, quand je lis, ouais, voilà, quand je lis une BD, les 10 premières pages, voilà, je fais attention à ça. Après, ça passe. Pour les mangas, non, c'est vraiment impossible. Quand je lis un manga d'un autre traducteur, si c'est en français, je suis obligé de regarder, je suis obligé je regarde dans chaque page, s'il n'y a pas un mot qui a été répété trop de fois, si là, ça aurait pas pu être tourné différemment. Je me dis: «Ah, ça, c'est vraiment une tournure japonaise, là, il aurait pu faire un effort, là, il a manqué de temps». Non, ça, donc j'y pense tout le temps. Quand je lis en japonais, bah, je me dis: «Ah ouais, ça, comment est-ce que je le traduirais? Ça, ça doit être coton à traduire». Donc j'ai toujours quand je lis du manga, j'ai vraiment toujours une arrière-pensée, que ce soit en français ou en japonais. Mais bon, c'est comme ça. vous lisez plutôt en version originale ou en version traduite en français? Oh, je lis toujours en version originale. Hmm. Toujours en version originale. Les versions que je lis en français, ça peut être des mangas que j'ai reçus au magasin parce que j'ai quelques mangas comme ça que je mets en vente et donc je regarde qui a traduit, je regarde comment ça a été traduit, mais sinon, non, je lis que en japonais essentiellement. Quelles œuvres ou quels auteurs souhaiteriez-vous traduire? Aujourd'hui, alors j'aurais aimé traduire Otomo, Hmm. très clairement. Si j'avais pu traduire Katsuhiro Otomo, pas forcément Akira, parce que Akira a déjà été traduit 3 fois. Je vois pas trop ce qu'on peut rajouter aujourd'hui, mais il y a encore plein d'histoires courtes, il y a encore plein de petites choses qu'il a faites qui n'ont pas été traduites et sur lesquelles j'aimerais bien travailler. Je ne perds pas espoir. Mais en dehors de ça, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont déjà été traduites en manga. Il y a assez peu de. Pendant longtemps, je disais Furuya Minoru, qui est un auteur très, très mineur, qui a été édité finalement aujourd'hui par Akata, il me semble, ou peut-être par Delcourt, je ne sais plus. Mais qui était un auteur que j'aimais bien, mais qui était tellement mineur que du coup personne ne traduisait. Puis finalement, ça a fini par être traduit, donc j'ai même plus frimé avec un auteur que personne n'a encore traduit. Mais globalement, non, j'ai eu beaucoup de chance. Enfin, j'ai traduit, les auteurs que j'ai traduits sont des auteurs que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. J'ai eu la chance de traduire des bouquins de Taniguchi Jiro. J'ai eu la chance de traduire des bouquins de Urasawa, de Matsumoto Taiyo, de Asano Inio. J'ai eu la chance de travailler sur des mangas shonen, de Fairy Tail, de Hunter x Hunter, avec plus ou moins de succès, hein, je renie absolument rien. Aujourd'hui, vraiment, l'offre en manga en français, elle est géniale, quoi. Elle est vraiment géniale. Pour un lecteur qui débute aujourd'hui dans le manga et qui a une quinzaine d'années et qui découvre tout ce qui est en manga, c'est formidable, quoi. Quelle chance. Est-ce que vous avez traduit d'autres produits culturels que des mangas? Ça m'arrive. J'ai parfois travaillé sur des traductions de scénarios. Par exemple, dans le cas de coproduction, soit sur des films live, soit sur des films d'animation où il y a une coproduction franco-japonaise.
souvent, dans les premières étapes, il y a besoin de faire, une traduction du script ou une traduction du scénario. Donc ça, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai pas traduit de roman. On m'en a proposé, mais, pour des raisons, je dirais, réalistes, qui sont que le roman, c'est extrêmement chronophage, ça demande beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel, pour une rétribution qui est pas à la hauteur du temps qu'on passe. Et comme je suis pas vraiment fan, des pâtes matin, midi et soir, quoi. J'aime bien varier, de temps en temps manger un peu de viande, de temps en temps manger un peu des légumes. Bah, j'essaie d'avoir des revenus qui me permettent de manger correctement, et je pense que une traduction de roman, ça m'aurait pas permis de. Je suis déjà pas très gros, donc si j'avais été concentré sur les romans, j'aurais eu du mal, quoi. Mais, oui, sporadiquement, ça m'arrive de temps en temps de faire autre chose que du manga. Est-ce que vous avez une anecdote insolite liée à une traduction? J'en ai plein des anecdotes, mais une des anecdotes les plus, en tout cas celle que je garde le plus en tête, celle qui m'a le plus marqué, c'est une anecdote qui est liée à la traduction du manga Master Keaton de Urasawa Naoki, qui est une traduction que j'ai acceptée parce que j'adorais lire le manga. Mais quand je lisais le manga, je m'étais pas rendu compte à quel point c'était compliqué. Je m'étais pas rendu compte à quel point il y avait une quantité d'informations à chercher dans ce manga. Parce que quand on lit, on fait pas gaffe en fait. On a les informations, on les accepte, on se pose pas la question de savoir d'où ça vient, comment ça se traduit. Est-ce que c'est une ville qui existe? Est-ce que c'est un personnage qui existe? Mais quand il faut traduire et qu'on a besoin d'être précis et qu'on a besoin de justifier les choix qu'on fait, c'est une autre paire de manches. Et sur Master Keaton, lorsque j'ai fait le tome 1, bah, je devais partir en vacances avec mes enfants. J'avais loué une maison pour être en vacances avec mes enfants, et j'ai annulé mes vacances, en fait, tellement je me suis rendu compte au bout de 50 pages que je pensais finir avant mes vacances, que je me suis dit: «Ah ouais, non mais là ça va être impossible». J'ai passé la semaine de vacances que je devais avoir en vacances, je l'ai passé à travailler et à faire des recherches pour Master Keaton, et il y avait 13 tomes de Master Keaton, et donc les 13 tomes, ça a été comme ça. Ça a été très, très passionnant, mais très, très fastidieux, très, très chronophage. Et c'est le seul manga sur lequel j'ai travaillé avec mon épouse, qui est japonaise et qui fait pas du tout de manga et pas du tout de traduction. Hmm. Mais j'avais besoin d'elle pour toute la préparation, c'est-à-dire toutes les recherches, pour pouvoir traduire le manga correctement et pouvoir me concentrer, et pas à chaque bulle, m'arrêter, aller sur Internet, chercher un terme, faire un copier-coller dans un fichier Excel, revenir à ma traduction, passer à la bulle suivante, retourner sur Internet, pour éviter tout ce truc de processus complètement saccadé. À partir du tome 2, j'ai dit, bah écoute, si tu veux bien, tu fais toutes les recherches avant. Tous les termes qui te paraissent bizarres dans Master Keaton, tu les mets dans une colonne Excel, tu fais les recherches, tu me dis sur quel site tu as trouvé l'info, ou dans quel livre tu as trouvé l'info, et ensuite, comme ça, moi, je peux utiliser tout de suite le terme que tu as trouvé, et je me déconcentre pas sur ma traduction. Et on a fait ça sur les 13 tomes. Et j'ai un fichier Excel qui contient, je ne sais pas, peut-être 4000 entrées, Ah oui. quelque chose comme ça. Donc c'était un très, très gros travail. C'était passionnant parce que, comme c'était une édition de Master Keaton qui avait été faite vraiment avant l'émergence d'Internet, il y avait beaucoup, beaucoup d'erreurs en japonais qu'on a corrigées, nous, dans la version française. Donc la version française est beaucoup plus précise que la version japonaise, en fait. Oui, c'est drôle. Depuis plusieurs années, les mangas européens et français se développent avec des auteurs comme Tony Valente, Renaud Lemaire, et de plus en plus appréciés même au Japon. Dernièrement, Renaud Lemaire a sorti Dreamland au Japon. Quel regard portez-vous sur cela? Je trouve que c'est très bien. Je suis vraiment, vraiment très content que les auteurs non japonais aient choisi le manga comme le support, en tout cas la forme du manga, pour exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. Parce que j'adore le manga japonais, mais je suis persuadé qu'avoir un petit souffle nouveau et avoir une autre manière d'aborder les histoires, les raconter, les thèmes, le choix des thèmes, les personnalités, c'est très bien d'avoir un jeune orphelin qui veut devenir le meilleur au judo, ou le meilleur, le ninja le plus fort, tout en retrouvant son père qu'il n'a pas vu depuis des années, et en se battant contre son meilleur ennemi qui devient son meilleur ami. C'est très bien de savoir faire ça à la perfection, mais c'est bien aussi, de temps en temps, d'avoir des personnes qui viennent de l'extérieur et qui sont capables de briser cette monotonie, en quelque sorte, pas au sens négatif du terme, mais au sens où
il y a vraiment une similitude dans les genres et un travail cadré par ce genre-là, qui arrive à casser ça pour amener quelque chose de nouveau. Alors ça, je pense que c'est pas demain qu'on aura un One Piece français ou un One Piece américain ou quoi que ce soit. Il ne faut pas se faire d'illusions. Le travail qui est accompli par des gens comme Oda Eiichiro ou comme Masashi Kishimoto, c'est titanesque. C'est absolument titanesque. Produire 18 pages chaque semaine pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, avec une qualité maintenue à un niveau inégalé, c'est pas à notre portée. C'est très clairement pas à notre portée. Ça nécessite un bagage culturel que nous, on n'a pas, une conception du travail, une conception de l'investissement de soi, du don de soi par rapport à l'œuvre et par rapport au lecteur, que je n'ai jamais vu ailleurs, que j'ai jamais vu chez aucun auteur français. Mais c'est pas grave. C'est pas grave si, je veux dire, il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas être meilleur que les Japonais. Et je pense qu'en matière de shonen, qui cartonnent partout dans le monde et qui sont capables de vendre 400 millions d'exemplaires, je pense qu'on n'égalera jamais les Japonais. Mais ce n'est pas grave du tout. C'est pas parce qu'on ne les égale pas qu'on ne peut pas faire des choses bien. Et moi, je suis très content, moi, de voir que Renaud, que Tony et bien d'autres encore, parce qu'il y en a de plus en plus, hein, il y a de plus en plus d'éditeurs qui encouragent justement, en France, qui encouragent ces créateurs. On voit qu'il y a un niveau qui monte vraiment d'année en année. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu le manga Ion de Camille J'ai vu Broutin. passer. C'est encore une étape qui est franchie, je trouve, dans la création de manga. Il y a aussi Shin Zero de Mathieu Bablé et Oui, Saint-Gelin. il marche Et beaucoup en France là. Hein. ouais, bah, c'est Un à gros juste buzz. Ouais. titre, hein. À juste titre, c'est vraiment, on voit qu'il y a des créateurs qui arrivent à proposer quelque chose de très, très intéressant en manga. Et on va arriver, je pense, petit à petit à sortir de cette espèce de discrimination c'est du manga, mais c'est pas japonais, donc c'est pas du manga. Faire une sorte de minimisation du travail ou de la qualité du travail qui a été fait parce que ça n'a pas été fait au Japon et parce que c'est pas passé dans le Jump et parce que c'est pas passé ailleurs. Donc, je suis vraiment très, très content de ça et j'espère pouvoir aider tous ces créateurs à mon niveau au Japon. Tout ce que je pourrais faire pour les aider, pour les amener à être davantage reconnus et à ce que la qualité de leur travail soit reconnue, je le ferai en tout cas. Je serai le plus heureux de ça. Vous vivez à Tokyo depuis plus de 20 ans et vous tenez une librairie qui vend des mangas traduits en français ou des mangas français. Donc Pas pouvez-vous tout nous à en... fait. Ah, Pas pardon. tout à fait. Alors, C'est bien, hein, c'est comme ça, c'est l'avantage du direct, c'est comme ça je peux préciser exactement ce que c'est. Alors, en fait, la curiosité, c'est que j'adore les mangas, j'en traduis depuis longtemps et j'ai été un fervent défenseur des mangas depuis le milieu des années 90, même le début des années 90. Et bon, c'est pas un secret, aujourd'hui, le manga, il a plus besoin de moi. En France, il y a plus d'une BD sur deux qui se vend qui est un manga. Donc le manga n'a plus besoin que je fasse sa promotion, ni en France, ni au Japon. En revanche, la bande dessinée française, que j'aime autant que le manga, n'a pas du tout sa place au Japon. Il y a très peu de bandes dessinées traduites, il y a très peu d'auteurs qui sont connus, et c'est un sujet de débat permanent depuis plus de 25 ans avec mes amis auteurs, éditeurs en France. Et à chaque fois, on se dit, mais c'est dingue ce déséquilibre qu'il y a entre l'intérêt des Français pour les mangas et le désintérêt des Japonais pour la bande dessinée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et ça fait 20 ans qu'on en parle, et ça fait 20 ans qu'on fait des choses différentes. J'ai travaillé dans un atelier avec un dessinateur et un scénariste à Tokyo, c'était dans cette optique-là. Début des années 2010, on avait fait un site de vente en ligne de bande dessinée d'importation. Et puis, dans la continuité, il y a cette librairie qu'on a créée avec mon épouse il y a 4 ans, qui s'appelle Maison Petit Renard, et dont la vocation est de faire la promotion de la bande dessinée française et non pas du manga. Donc, on a quelques mangas traduits, mais en très petite quantité et de manière très spécifique. C'est-à-dire que ce sont des éditions de mangas qui n'existent pas au Japon. Par exemple, les versions de Lovecraft chez Kiyun, Les Montagnes Hallucinées ou tous ces titres-là, que Kiyun a fait dans une édition façon cuir ou oui. façon peau d'homme. Je me souviens plus si c'est peau humaine ou cuir, mais en tout cas, il y a un côté grimoire et qui n'existe pas au Japon, pas absolument pas.
et qui est une manière de présenter le travail d'un éditeur particulier sur un manga. Ou alors, ça va être l'édition, la Black Edition de Death Note, qui n'existe pas au Japon. La Black Edition, c'est une édition qui n'existe que sur les marchés étrangers, dont la France, mais qui n'existe pas au Japon. Donc les Japonais ne connaissent même pas l'existence de cette édition-là. Quand ils viennent à la librairie et qu'ils la voient, un fan de Death Note japonais pourra se dire « Ah bah ça m'intéresse d'avoir cette édition qui n'existe pas au Japon ». Donc c'est pour ça qu'on l'a en librairie. Mais globalement, 95% de ce qu'on a dans la librairie, c'est de la bande dessinée en français, non traduite. Ce qui est un peu une anomalie quand on veut s'adresser à des Japonais. Mais il se trouve qu'on a senti qu'il y avait des fans de bande dessinée chez les auteurs, chez les gens qui aiment le dessin, chez les étudiants qui apprennent à dessiner. Et on a eu envie de leur proposer quelque chose de nouveau, des auteurs qu'ils ne connaissent pas, sortir des habituels Moebius, Enki Bilal, Nicolas de Crécy, qui ont une certaine renommée ici, et leur dire, bah, voyez, la bande dessinée, elle est toujours vivante, elle existe encore, il y a des auteurs fantastiques, il y a des livres géniaux, même si vous ne comprenez pas le français, regardez au moins la beauté des images, la beauté des livres. Et on l'a fait parce que on voulait, bah, déjà par conviction, en se disant, bon, c'est notre devoir de défendre la bande dessinée, mais sans se dire qu'on trouverait tout de suite, enfin, aussi rapidement en tout cas, un public. Et puis finalement, le bilan qu'on en tire au bout de 3 ans et demi d'existence, c'est qu'on a vraiment trouvé un public qui s'intéresse à la bande dessinée. C'est un petit public, c'est une niche dans la niche, parce que c'est une niche dans les livres d'export concentrés sur la bande dessinée française. Donc c'est vraiment, je pense qu'on peut presque pas faire plus petit comme niche, mais enfin, c'est vraiment agréable de voir qu'il y a beaucoup de nos clients qui sont des mangaka, qui sont des éditeurs, parfois des mangaka très célèbres, hein. Je ne peux pas donner leur nom, mais on a un public, on a des clients qui sont des pointures au Japon du manga et qui viennent discrètement. Et puis quand je vois ce qu'ils ont acheté, qu'ils ont une pile de bouquins, je leur dis, excusez-moi, vous faites du dessin vous-même? Et puis là, discrètement, ils me disent, oui, oui, en fait, je suis dessinateur, j'ai une série dans l'hebdomadaire, tel truc. Et je me dis, ah ouais, d'accord. Ok, merci, je suis très honoré de vous rencontrer, merci d'être venu. Il m'a dit, non, non, dites rien. C'est une petite boutique, c'est un petit nid, mais on est très content de le faire. Quels sont les BD qui attirent le plus les mangaka ou les japonais? Souvent, ce qui est issu de la science-fiction, souvent ce qui propose de la science-fiction. La science-fiction est un genre qui a eu beaucoup de succès dans les années 80-90, peut-être un peu moins maintenant, en tout cas en manga. Et de fait, la production de science-fiction est peut-être plus riche dans la bande dessinée que ce qu'elle l'est dans le manga, et les auteurs, les dessinateurs viennent pas mal chercher dans ce domaine-là. Aussi parce que Moebius a une très grande influence sur les dessinateurs japonais et sur les gens qui aiment. Donc les gens qui aiment Moebius vont s'intéresser aux autres auteurs qui ont fait de la science-fiction, comme, je ne sais pas, Druillet, ou enfin les gens de la même génération issus de Métal Hurlant. Donc ils vont aller dans cette veine-là, et puis petit à petit, moi je vais leur présenter des auteurs. Donc je parlais tout à l'heure, Mathieu Bablé par exemple, avec Shangri-La, avec des bouquins qu'il a fait chez Ankama. Ça, c'est des bouquins qui attirent l'œil, en tout cas des dessinateurs qui vont vers la SF. Ou alors, il y a l'autre versant, les auteurs ou enfin les clients, les acheteurs qui aiment ce qui va toucher à la fantaisie, au fantastique, aux mythes européens, ou alors aux histoires un peu qui se rapprochent un peu des contes d'animation qu'on peut avoir en Europe. Et donc qui vont aimer le style de Amélie Fléché, par exemple, et Jonathan Garnier pour Les Bergères guerrières, ou alors qui vont aimer Jolies ténèbres de Kerascoët, des œuvres qui sont c'est un mélange entre le mignon, entre le kawaii et quelque chose de plus profond que ça. Ça ne se limite pas à juste l'apparence. C'est vraiment l'intérêt de ces œuvres-là. Donc c'est ce type d'œuvre qui marche, enfin qui marche. Quand on dit que ça marche, ça reste, on n'est pas à la Fnac, hein. Voilà, ça suscite un intérêt en tout cas, ouais. Si je peux juste ajouter quelque chose par rapport à la librairie, c'est que cette année, le 1er et le 2 novembre 2025, on va organiser le premier festival de bande dessinée à Tokyo.
On a passé un accord avec le lycée français international de Tokyo qui nous prête ses locaux et on organise c'est vraiment le premier festival autonome de bande dessinée, donc vraiment bande dessinée, ça exclut les comics américains de manière totalement volontaire, et ça exclut aussi les mangas japonais. Je dis japonais parce que ça n'exclut pas les mangas français. Quand je dis bande dessinée, pour moi, ça inclut les auteurs qui font dans un format cartonné couleur 54 pages, aussi bien que ceux comme Renaud ou comme Tony qui vont faire du 200 pages noir et blanc. C'est du manga, mais c'est de la bande dessinée parce que c'est fait par des Européens, c'est fait par des Français. Donc ça inclut ces personnes-là dans le festival, puisqu'on veut mettre à l'honneur les auteurs européens, les auteurs français, les gens qui font de la création et qui ne sont pas japonais, pour pouvoir les présenter à un public japonais. Donc c'est l'ambition de ce festival-là. On va inviter des grands auteurs français à venir nous aider à défendre la bande dessinée pendant le festival. D'accord, tu as des noms ou c'est encore... Oui, j'ai quelques noms. On ne les a pas encore à révéler, mais je pense qu'au moment où tu mets l'interview en ligne, les noms auront été révélés. Donc on devrait avoir normalement Jean-David Morvan et Dominique Bertaille, qui sont les auteurs de la bande dessinée Madeleine Résistante. On devrait avoir Eric Erengel, qui est un auteur édité par Ankama, notamment, et qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Kong Crew. On va avoir des autrices aussi. Tout à l'heure, je parlais de Camille Broutin. Donc, Camille Broutin sera là. Elle va nous présenter et défendre son manga Yon devant un public japonais. La liste est assez longue, en fait, parce que les éditeurs sont assez enthousiastes à l'idée qu'on fasse ce festival pour défendre la bande dessinée au Japon. Donc, on a pas mal d'éditeurs qui nous suivent sur le projet, donc c'est assez chouette. Merci Thibaut pour cette superbe interview. Où est-ce qu'on peut vous suivre ou vous retrouver ? Alors, on peut nous suivre par le biais des réseaux sociaux de la librairie. J'ai pas de compte personnel ni sur Twitter, ni sur Insta. S'il en existe, c'est pas moi qui les ai créés, donc ça sert à rien d'essayer de me contacter à titre personnel sur ces réseaux-là. J'ai pas de compte personnel, d'une, parce que pendant longtemps, je m'y suis désintéressé, et de deux, parce que la première fois où je m'y suis intéressé, je recevais trop d'insultes et ça m'intéressait pas. Tant qu'à me faire insulter, je préfère me faire insulter de manière directe et de vive voix plutôt que sur les réseaux. Mais voilà, les sites de la librairie. Alors, la librairie, c'est Maison Petit Renard, Tokyo. Il n'y en a qu'une. En général, il y a peu de chances de tomber ailleurs. Merci à vous Thibaut. Merci Buzz. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres. Sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.